Louis, docteur en histoire, vice-président de la Société d'histoire de la Martinique. J'interviens aujourd'hui pour présenter un ouvrage qui porte sur les vêtements portés par les différents groupes sociaux en Martinique durant la période de l'esclavage. Donc, c'est exactement la période qui touche la fin du XVIIIe siècle et qui va jusqu'à la monarchie de Juillet, donc soit février 1848. Et donc, cet ouvrage, l'objectif de cet ouvrage venait du fait que l'histoire des Antilles, de la Martinique en particulier, a très peu abordé justement les vêtements portés par les différents groupes sociaux durant cette période de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et donc, il s'agissait pour nous, historiens, de faire un état des lieux et de voir ce qui avait été fait à ce niveau-là et d'apporter notre contribution à cette thématique de l'histoire des vêtements en Martinique. Et donc, l'ouvrage s'intitule Homme en noir, femme en blanc, la culture des apparences à l'époque du système esclavagiste, 1799-1848. L'ouvrage est sorti en 2020 chez l'Harmattan. Et donc, il évoque justement les coloris portés par les hommes et par les femmes dans les différents groupes sociaux, blancs, libres de couleur et esclaves. Et donc, il s'agissait de faire un tour d'horizon de tout ce que portait aussi bien en vêtements de dessus, donc tout ce qui se voyait, donc les robes, les jupes, éventuellement les chemises pour les femmes, et du côté des hommes, donc, ce qu'on appelle vulgairement le costume, donc c'est l'habit, veste, chemise, pantalon, avec souvent à l'intérieur, donc ce qui ne se voit pas, donc les vêtements de dessous, comme le gilet et la chemise en dessous. Voilà. Et c'était en général cela, donc le costume qui était mis en avant par les hommes, aussi bien chez les blancs que chez les libres de couleur, pour ceux qui en avaient les moyens. C'est là qu'on a distingué effectivement dans l'ouvrage, en tout cas, les différents groupes sociaux, mais aussi les différents milieux professionnels, donc les milieux riches, aisés, voire dans l'aisance, et puis les milieux un peu plus populaires, qui avaient moins de moyens et qui consacraient naturellement à la parure et aux vêtements beaucoup moins d'argent dans le budget, je dirais, annuel des dépenses de chaque individu, homme ou femme. Et il a été aussi intéressant d'aborder ce que portaient les esclaves, et nous l'avons fait de manière, je dirais, incomplète, par le biais des journaux commerciaux qui évoquaient les nègres esclaves qui partaient en marronnage et qui étaient souvent décrits dans les journaux commerciaux par les maîtres pour indiquer qu'on était à la recherche de tel esclave parti en marronnage avec ses aspects physiques, mais aussi ce qu'il portait en termes de vêtements. Et donc c'est comme ça qu'on sait un petit peu à peu près ce que portaient ces individus à ce moment précis, au début du XIXe siècle, lorsqu'ils partaient en marronnage dans différents coins de la Martinique. Et donc, on l'évoque aussi, naturellement en partant du Code noir de 1685, qui avait établi en théorie les vêtements que devaient porter les esclaves. Donc, entre la théorie et la pratique, il y avait toujours un décalage, et donc souvent, notamment pour les esclaves, les maîtres pouvaient accorder des faveurs supplémentaires à leurs esclaves pour les vêtements, notamment pour leurs concubines, leurs maîtresses sur les habitations, et donc aussi parce qu'ils voulaient que l'esclave à talent domestique, qu'il soit un nègre à talent, donc qui exerce un métier, ou une femme qui soit très proche de lui par le biais du concubinage, qu'il soit représentatif du maître. Et donc, le maître, s'il a une position sociale, il fallait que l'esclave, qui était très proche de lui, par la domesticité ou bien par
parce qu'elle avait eu des enfants avec lui. Donc, il fallait il fallait montrer justement, je dirais, la fortune du maître par le vêtement. Et donc, une femme esclave qui avait des bijoux, mais en or parfois, et qui était correctement vêtue, aussi bien que parfois certaines femmes de couleur libre, c'était très intéressant pour le maître, mais aussi pour la femme esclave, puisqu'elle pouvait ainsi revendiquer un statut social qui n'était pas forcément le sien. Donc elle pouvait éventuellement passer pour une femme de couleur libre lorsqu'elle déambulait en ville, à Saint-Pierre ou à Fort-Royal à l'époque. Voilà. Donc voici ce qu'on peut dire au tableau, on peut brosser de manière grossière sur ces différents groupes sociaux. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les couleurs des vêtements portés par ces individus. En Europe, on sait que la tendance est aux vêtements noirs, aux costumes noirs, qui remontent aux origines depuis la nuit des temps, depuis la mise en place des différentes religions. Et donc, on sait que souvent, on a opposé le noir et le blanc à la fois dans la religion catholique, depuis la Bible, et aussi dans je dirais, dans les différentes périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne et l'histoire contemporaine. Donc, on verra qu'effectivement, à partir d'une certaine époque, porter du blanc ou du noir, en fonction du genre, masculin ou féminin, ça avait un sens et des valeurs bien précises. Donc, le noir, souvent, qui était vu à l'origine comme tout ce qui avait trait au mal, à un moment, va être porteur d'autres codes et donc signifier la puissance, l'austérité, l'honnêteté et beaucoup de valeurs beaucoup plus positives. Alors que le blanc, lui, a toujours conservé une valeur uniforme. Donc, c'était vraiment pour les femmes, par exemple, le fait de porter du blanc. Ça avait trait à la virginité, je dirais, à l'amour et puis du moins au respect de fonctions beaucoup plus vertueuses. Ouais. Et donc, on s'interroge aussi dans le livre pour savoir si les hommes ont été des hommes en noir et à quel moment éventuellement. Et si ce n'est pas le cas, quelles ont été les autres couleurs portées, et les femmes, de la même manière, si les femmes ont été des femmes en blanc, et si ça n'a pas été le cas, quelles ont été éventuellement les couleurs portées, sachant que les inventaires après ces manuscrits ne livrent pas tout, et souvent, les notaires ne faisaient que notifier, par exemple pour les femmes, les vêtements étaient dit simplement 2 couleurs. Donc ça pouvait aller du noir au blanc et souvent du bleu au jaune, au rouge, au rose, à des couleurs chatoyantes qui étaient portées au XVIIe siècle notamment. Et par le biais du madras et par le biais des indiennes, on sait très bien que madras et indiennes étaient souvent des couleurs très chaudes et très variées en termes de coloris, ce qui fait qu'on a quand même quelques indications sur le fait que les femmes avaient sans doute des vêtements beaucoup plus chatoyants et colorés que les hommes à cette époque. Voilà. Donc si effectivement les hommes ont pu par moment privilégier certains habits d'une certaine couleur, les femmes, elles, ont privilégié souvent des coloris beaucoup plus chauds et beaucoup plus qui véhiculent d'autres codes et beaucoup d'autres valeurs donc, par rapport à ce que portaient les hommes en lumière. Ouais. Merci Monsieur Abel-Louis. Je rappelle que votre intervention s'inscrit dans le cadre des commémorations autour de l'abolition de l'esclavage. Et vous nous avez présenté votre ouvrage Homme en noir, femme en blanc, qui a été publié aux éditions L'Harmattan. Nous vous remercions.